Ok, donc bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour donc ce webinaire que nous consacrons à la thématique. Alors, si j'ai envie d'être réducteur, je dirais la thématique climat-santé, mais on va parler plus largement des thématiques euh, environnement et santé et pour des impacts pour les entreprises et surtout de la façon dont elles tiennent compte de cette nouvelle donne, surtout depuis la crise sanitaire, pour intégrer les enjeux santé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la feuille de route RSE. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir Pierre-Samuel Gage avec nous, hein, qui, comme vous savez, moi-même, je suis donc Éric Maville, je préside la commission santé du CIAN, je dirige l'entité, l'organisation qui s'appelle Santé en entreprise. Mais j'ai le grand plaisir d'animer ce matin ce webinaire avec Pierre-Samuel Gage, qui est le président de la commission RSE et ODD du CIAN, par ailleurs président du cabinet conseil euh, euh, Africa. Alors je vais pas y arriver. J'avais répété. Donc, Pierre-Samuel, le mieux, c'est que tu te présentes du coup. Ça va être plus simple parce que je l'ai noté et je l'ai déjà perdu. Pierre-Samuel, si tu peux rapidement te présenter. Ton micro est ouvert, fermé. Voilà, là, il est ouvert. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là, bien évidemment, aux côtés d'Éric. Moi, je préside donc la commission RSE et ODD du CIAN, Conseil français des investisseurs en Afrique. Je préside un cabinet conseil qui s'appelle Affectio Mutendi depuis une petite dizaine d'années, qui littéralement veut dire j'aime le changement, j'encourage le changement, et qui planche plus spécifiquement sur les mutations normatives des enjeux ESG. Et puis, troisième casquette, j'anime un média et une communauté qui s'appelle Africa Mutendi, qui veut dire l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui s'engage, qui est un média à impact recensant toutes les initiatives des acteurs publics, privés, sociétés civiles, francophones, travaillant sur l'atteinte des ODD sur le continent africain. Voilà, une communauté qui parle à 160 000 personnes et qui recueille des bonnes pratiques, des initiatives, des good news, comme on dit, puisque un journal à impact, c'est un journal de bonnes nouvelles. Les vrais journalistes s'occupent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Nous, on salue les trains qui arrivent à l'heure. Très belle approche. En tout cas, on va voir, on a besoin de ce type de médias qui valorisent justement ce que font les entreprises, leurs fondations. Donc, pour ce webinaire, nous avions quatre intervenants. On va finalement en avoir trois et vraiment, je pense qu'on a avec ces trois intervenants de ce matin un très beau panel de témoins, à la fois d'acteurs sur les thématiques qui nous occupent ce matin. Tout d'abord, on a avec nous Benoît Miribel, qui est le secrétaire général de la Fondation Une Santé Durable pour tous. Bonjour Benoît. Bonjour. Ah, donc, Benoît, qui va nous faire un point sur la fondation, d'ailleurs, le contexte dans lequel cette fondation qui a été lancée en 2020, et nous rappeler tout ce qui est fait aujourd'hui en matière de plaidoyer, en matière d'événements et d'activités par la fondation. On a également Daouda Diouf, qui est directeur Action climatique et résilience sanitaire de la Fondation Sanofi. Daouda, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Content de euh, pouvoir discuter avec vous, échanger autour de cette thématique aussi importante. Et tu vas certainement nous dire en quelques mots aussi, toi, les actualités de la Fondation la Fondation Sanofi, nouvelle d'ailleurs structure. On a connu la Fondation Sanofi Espoir. Maintenant, on a une fondation chez Sanofi qui justement travaille de manière très concrète sur la thématique climat et santé. Et enfin, on devrait avoir Jean-Pierre Maujean, Jean-Pierre qui devrait nous rejoindre s'il n'est pas là. Je Euh, me, je suis là. Bonjour à tous. Excusez-moi. Jean-Pierre, voilà. Jean-Pierre, bonjour, Merci. directeur du pôle biodiversité et protection des milieux chez Veolia. Donc, on voit bien hein, sur la thématique de ce matin, on a vraiment
des acteurs les bons pour aborder donc ce webinaire. Alors, on va faire d'abord, comme d'habitude, un certain nombre de présentations courtes. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité, pour ceux qui nous rejoignent en ligne et que je salue et que je remercie de nous avoir rejoints, la possibilité donc de poser des questions dans le chat qu'on prendra on vous promet de très beaux échanges. Voilà, donc avant peut-être de démarrer, je voulais juste, je m'étais dit que j'allais vous proposer euh, un, alors, ce n'est pas quelque chose qui a la prétention d'être exhaustif, mais qui resitue très rapidement, parce que je pense que c'est très important le moment dans lequel on est, surtout, je trouve, dans le domaine de la santé globale aujourd'hui. Il se passe énormément de choses depuis la crise sanitaire. Et sur la santé globale elle-même, on a d'énormes évolutions, notamment avec l'approche One Health qui s'impose très clairement, avec la santé qui s'impose aussi comme un enjeu stratégique. On le voit d'ailleurs dans nos travaux, dans notre travail au quotidien auprès des entreprises, des fondations, des fonds de dotation, etc. Ça, c'est une première chose. Mais également, je pense qu'on n'a jamais été aussi actif. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on ne fasse justement le lien entre climat et santé et où les entreprises, les acteurs économiques sont challengés, interrogés sur la façon dont ils intègrent ces enjeux dans ce qu'on appelle de manière plus large leur feuille de route RSE. Donc, euh, ce qui est intéressant du point de vue, en tout cas de la santé, voilà, c'est vraiment ce sujet que je travaille maintenant depuis plus de 25 ans, c'est de voir que, en fait, si on regarde les choses depuis à peu près 25 ans, enfin un peu moins de 25 ans, on voit qu'il y a eu, depuis 2000, effectivement une évolution sur la façon dont les entreprises abordent le sujet de la santé, notamment quand elles sont en Afrique exposées à des problèmes, certains problèmes de santé. On a eu toute une première phase vraiment où c'est l'entrée des entreprises dans la promotion de la santé, c'est fait par la lutte contre le VIH-Sida. Avec, en 2000, très fort engagement. On a eu quelques entreprises connues à l'époque, de bonnes pratiques, qui ont d'ailleurs, pour certaines, créé à l'époque une plateforme qui s'appelait SIDA Entreprise, qui était vraiment dédiée à la lutte contre le sida avec des politiques de ces entreprises, de lutte contre donc, des engagements sur la non-discrimination, sur l'accès au dépistage et voire au traitement à un moment où la trithérapie coûtait encore très, très cher. Le Fonds mondial arrivait, mais bon, on était encore dans ce moment où c'était surtout le VIH qui occupait tout le monde. De 2006 à 2010, on a observé une évolution vers une intégration d'autres maladies comme donc en dehors du VIH, du paludisme, et à partir de 2010-2020, on a commencé à s'inscrire plus dans une approche qu'on appelle multimaladie, où on a eu à la fois les maladies transmissibles comme les trois plus importantes, VIH, SIDA, PALU, mais on commençait à voir dans certaines entreprises arriver l'intégration du diabète, des maladies non transmissibles, qui représentent également, on le sait aujourd'hui, des défis sanitaires très importants. Et depuis 2020, avec la crise sanitaire, je pense que là, on a très clairement j'ai envie de dire, un basculement sur même une certaine vision qui commence à changer sur les liens et ce qu'on appelle l'approche One Health. Donc, on va en parler et on a quelques cas d'entreprises qui commencent à s'inscrire là-dessus avec des pratiques qu'on commence nous-mêmes à documenter. Alors, si on peut résumer, on peut dire qu'on a une vision depuis 2020 de la santé qui est à 360 degrés, qu'on peut résumer comme ça, on va dire, bon, ce qui est le cœur, évidemment, de cible de toute politique de santé, c'est d'abord le premier périmètre, c'est la santé au travail, ce qu'on fait pour ces salariés, et donc c'est plutôt un angle capital humain, ressources humaines. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'inscription dans la RSE, donc ce qui est en dehors du lieu de travail, et qui concerne plutôt d'autres parties prenantes, les communautés riveraines, les populations locales, les fournisseurs, enfin la chaîne de valeur, les clients, et bien entendu, sans oublier les partenariats publics-privés qui sont nécessaires pour aborder ces nouveaux enjeux sur le climat
santé, on va en parler avec certainement Daouda. Tout ce qui concerne l'eau, les liens entre eau, santé, mais on a Veolia qui certainement va nous illustrer ça, l'air et la santé, les problèmes de pollution, de maladies liées donc, respiratoires, les problèmes de qualité des sols et de la santé, etc. Plus, il ne faut pas oublier la santé numérique, donc l'innovation, la place qu'occupe désormais l'innovation dans tout ce qui est les politiques santé et la promotion de la santé dans les actions financées par les entreprises. Alors là, je résume vraiment en une slide les secteurs sur lesquels on voit aujourd'hui, et si on devait faire en gros, et on a ce projet d'ailleurs qu'on va réaliser pour l'année prochaine lors d'un forum qui aura lieu ici même à Abidjan, c'est pour ça que je suis là cette semaine. J'en parlerai tout à l'heure en conclusion. On va dire, on commence à voir quelques secteurs en dehors de l'industrie pharma. J'ai fait volontairement pas, évidemment, on connaît ce que les entreprises du pharma, du secteur pharma font, parce que c'est leur cœur de métier, mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans des secteurs qui n'ont pas la santé comme dans leur cœur de métier. Donc, tout le secteur des assurances, celui des banques, de la construction, de la distribution, de l'énergie, des mines, des télécommunications et on va dire de la logistique. Voilà les secteurs aujourd'hui sur lesquels on voit il y a énormément à documenter. Je pense que ça va être intéressant lors de notre échange ce matin, même dans le chat, si vous représentez les entreprises qui interviennent dans ce secteur, de nous faire part de vos initiatives et de vos actions. Voilà, donc je voulais tout d'abord dresser ce panorama rapidement avant, Pierre-Samuel, de te passer la parole pour que tu nous fasses un enjeu aussi, un panorama, on va dire, rapide des enjeux juridiques et sociétaux, des enjeux RSE et que tu nous dises quel est finalement, c'est quoi cette nouvelle RSE qui va au-delà des obligations réglementaires et surtout quand on parle de santé, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. À toi, mon cher Samuel. Merci, cher Eric. Merci de cette opportunité de partager un petit peu justement le retour d'expérience du suivi de notre cabinet et de notre commission RSE et ODD du CIAN sur notamment ce qu'on a appelé les mutations normatives des enjeux ESG. Et merci de cette opportunité de faire un petit focus aussi sur ces nouvelles obligations sur le plan de la santé, puisque c'est devenu un prérequisite et il y a des obligations réglementaires, légales, renforcées sur le sujet avec l'arrivée de ces mutations normatives. Depuis une petite dizaine d'années, ce que l'on voit, c'est que les enjeux ESG prennent corps dans le texte de la loi, qu'il y a une juridification de la RSE et que la période où les engagements n'engageaient que ceux qui les écoutaient est révolue, puisque maintenant, les obligations sont véritablement fondées dans le droit dur au travers une petite série de textes que vous connaissez, puisqu'en plus, si vous m'avez déjà lu quelque part, c'est l'un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Une petite série de textes que sont notamment la loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017, qui oblige notamment à avoir une approche dans la gestion des risques dans les chaînes de valeur, ce qui veut dire jusqu'au champ ou jusqu'à la mine, donc chez votre fournisseur et le fournisseur du fournisseur et l'agence d'intérim du fournisseur qui fournit des compétences et des interventions journalières. Et avec le texte de la directive devoir de vigilance qui avance, qui est en discussion au niveau du trilogue entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe pour justement irriguer dans le droit européen ces nouvelles obligations. Ces obligations, elles tiennent compte du fait que les entreprises ont la responsabilité de la santé des collaborateurs. Alors, bien évidemment, pas tous les volets de santé, mais les obligations en matière de santé-sécurité sont renforcées et remontent jusque dans les chaînes de valeur et jusqu'à, encore une fois, l'agence d'intérim du fournisseur de votre fournisseur, ce qui, bien évidemment, apporte des points de complexité en termes de suivi, mais également d'intégration. Tout ce qui est de l'ordre de la santé professionnelle est devenu de la responsabilité des entreprises
Et tout ce qui va être de l'ordre de la santé, comment dire, que l'on peut, professionnel ou qu'on peut rencontrer sur le lieu de travail, à savoir les questions épidémiques ou ce genre de choses. Et il y a une responsabilité juridique de l'entreprise au regard de ces questions-là. Le diabète, non. Voilà, si je prends un exemple clair, le diabète, non. Mais le Covid, oui. Et on a donc l'obligation, et on l'a vu pendant la période du Covid, de mettre en place des dispositifs de sécurité, des dispositions de sécurité sur ces sujets. C'est pas neutre parce qu'encore une fois, on remonte jusqu'au champ agricole, ok, ou jusqu'à la mine. Ce qui oblige à avoir une exigence en termes de compliance extrêmement forte. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la gestion des impacts négatifs, la vigilance ESG. Cette partie d'engagements sociétaux qui sont devenus obligatoires, on le nomme maintenant vigilance ESG. C'est une obligation et c'est une obligation sur laquelle vous êtes susceptible, on est susceptible d'être poursuivi si on ne met pas en place les dispositifs de rigueur et tel que le développe notamment Santé en entreprise. Je ne suis pas là pour faire le chausse-pied de l'offre de santé en entreprise, mais en l'occurrence, c'est typiquement, en effet, ce type d'initiative qui est apportée. Et c'est important à prendre en compte parce qu'en fait, on fait beaucoup d'amalgame autour de la RSE, la RSE, la RSE. Et la RSE, elle est obligée aujourd'hui de se renouveler pour aller dans ce qui était au cœur de son ADN, c'est-à-dire ce qui va au-delà de la loi, ce que l'on fait en plus sans aucune obligation ou contrainte. D'accord? Ce sont les initiatives d'extra compliance, ce sont les initiatives intentionnelles, additionnelles, volontaires, telles que le définit notamment la finance à impact, qui est, encore une fois, d'aller au-delà. Mettre en place une complémentaire santé n'est pas une obligation légale, mais quand on le fait, c'est un plus. Et là, on peut véritablement parler d'impact RSE. Tout comme quand vous mettez en place une politique de 35 heures, quand la législation locale vous contraint à 40 heures, eh bien, les 16 emplois supplémentaires que vous créez parce que vous avez justement abaissé l'âge légal du travail, le hebdomadaire, eh bien, ça fait partie de ce qu'on appelle les stratégies d'impact RSE. Et c'est ça qui fait véritablement maintenant la différence. Et c'est l'articulation entre la vigilance, l'exigence et l'impact qui fait véritablement les bonnes approches entre maîtrise des impacts négatifs potentiels des enjeux ESG et recherche d'impact positif en matière de RSE. C'est l'un des, c'est le fruit des mutations des 10 dernières années et c'est ce qui oblige au bout du compte à la fois à plus d'exigences d'un côté et puis à de l'innovation pour conserver cet esprit d'initiative volontaire qui est porté historiquement au cœur de la RSE, au cœur de la Corporate Social Responsibility. Voilà. Et il y a bien évidemment un nexus climat et santé que l'on connaît et que vous allez développer, mais qui repose aussi, encore une fois, sur des cases. Il y a le développement d'une justice climatique sur le sujet. L'État français s'est fait condamner, mais RWE aussi s'est fait condamner par un agriculteur péruvien, me semble-t-il. L'agriculteur péruvien, en fait, a calculé l'incidence du changement climatique sur ses activités et le coût de sa transition. Il a calculé l'impact de RWE et sa contribution en termes d'émissions de gaz à effet de serre au changement climatique et il a demandé une question au prorata et il a déposé cela devant le juge allemand. Et le juge allemand a trouvé la plainte recevable, ce qui montre encore une fois des principes d'extraterritorialité qui vont être complexes à gérer si on part sur ces enjeux de juridification et puis maintenant surtout de judiciarisation de la RSE et des enjeux ESG. Euh, c'est ce qui nous pend au nez, hein, si je peux me permettre. Il y a déjà plus d'une trentaine de saisines et de mises en demeure sur ces sujets qui vont obliger à toujours plus de vigilance sur ces enjeux. Ok, Pierre Samuel, je pense que c'est très important. En général, lorsqu'on parle de RSE, ça peut être assez ardu. Quand on parle de ces enjeux, ça peut être assez ardu parce il peut y avoir, il y a beaucoup de sigles, il y a beaucoup j'ai envie de dire, de notions, de termes à articuler. Mais en fait, ce que tu as rappelé
très bien, je pense, ce matin, c'est de bien comprendre ce qui relève du réglementaire, de l'obligatoire et de ce qui relève de l'intentionnel. Quand les entreprises vont, par exemple, sur des sujets comme le diabète qui ne concernent, qui ne sont pas des maladies à proprement parler, des maladies professionnelles qui ne rentrent pas dans le champ des obligations, de leurs obligations, elles font de l'intentionnel dès lors elles font de la prévention sur une maladie qui, par contre, elle, a des impacts sur le capital humain, sur les ressources humaines de l'entreprise. Voilà. Et dans ce cadre-là, on peut parler de recherche d'impact positif. Et Voilà. uniquement dans ce cadre-là. Tout à D'accord? fait. Bon, ah ben c'est très bien. Je pense que ça pose bien le sujet. Benoît, excuse-moi. Ben justement, Donc, c'est à toi maintenant qu'on va passer la parole, puisque justement, on va tout de suite enchaîner donc, avec ce que je disais en introduction hein, sur cette approche One Health qui n'est pas nouvelle, qui elle revient sur le devant de la scène depuis 2020, mais qui vraiment est au cœur de tous les débats, de toutes les rencontres, de toutes les réflexions aujourd'hui y compris stratégique, au niveau des boards, dans les entreprises, sur comment on intègre désormais cette approche, comment on l'opérationnalise. Et donc, avant de parler de ça, peut-être que tu nous dises, Benoît, en quelques mots, ce que tu fais avec la Fondation et la façon dont vous voyez le développement des choses pour intégrer, engager les entreprises dans cette démarche. Et merci Oui, encore. merci. Oui. Merci pour cette proposition. Donc, vous voyez la diapositive à l'écran, je pense. Oui. Donc, je vais rapidement passer une présentation. Ça permet d'illustrer le propos avec effectivement deux exemples d'initiatives post-Covid, puisque la fondation au nom de laquelle je m'exprime aujourd'hui, la fondation Une santé durable pour tous, est née pendant le Covid, précisément le 1er septembre 2020, avec cette vocation d'aller vers cette utopie, une santé durable pour tous, et d'y travailler, je dirais, de façon empirique, holistique, avec le plus grand nombre d'acteurs. Alors, ça nous a amené, cette fondation, à avoir deux activités venues des partenaires, le forum One Sustainable Health, qui croise les ODD et le One Health, et puis la coalition One Europe for Global Health. Alors, voilà, la fondation, elle a donc ces deux activités que je viens de citer, avec les deux projets et de multiples acteurs. Nous avons, bien sûr, sur le forum, je commence par le forum, nous sommes partis de la définition classique du One Health, mais élargie aux enjeux sociétaux et l'approche de toutes les disciplines, avec un lien très fort de ce qu'on appelle le comité quadripartite aux Nations Unies, qui a été aussi initié 2 mois après qu'on ait lancé cette fondation, poussée par la France et l'Allemagne. Donc, notre équation, c'est le One Health, Planetary Health, avec les ODD. Donc, on a monté avec le World Health Summit de Berlin, la Charité, et le Geneva Health Forum Anton Flau à Genève, un dispositif nous amenant à pouvoir fonctionner, je dirais, pour accueillir le plus grand nombre. C'est un forum inclusif avec des scientifiques qui ont, je passe rapidement, hein, ces scientifiques ont défini 6 thèmes de travail que vous voyez ici. Et ces thèmes de travail transversaux internationaux amènent des experts à parler, je dirais, en enlevant le t-shirt de leur organisation. Je veux dire par là que oui, ils sont des Nations Unies, d'une ONG, d'une entreprise, mais autour de la table, ils parlent surtout de leur expertise et pour aller au-delà de ça. Et je salue notamment la présence de Daoudia Diouf, qui est aussi très actif à la fois comme expert de par son expérience acquise ces dernières années et aussi aujourd'hui au titre de la Fondation S, qui est d'ailleurs un de nos partenaires importants. On a donc, voilà, parmi ces partenaires, la Fondation S et beaucoup d'autres, à peu près une centaine aujourd'hui. Et ce qu'on a cherché volontairement, c'est une grande diversité, une grande variété. Alors, il y a des réseaux d'ONG comme la structure allemande, le Global Health Hub Germany, que vous voyez en bas à droite, à côté de la Fondation F, c'est 1400 organisations. Et puis, il y a des petites structures. Peu importe, ce qui compte, l'académique, l'entreprise, ONG, fondation, c'est de se questionner. Et Eric, tu as dit en ouverture, tout l'apport qui est venu de l'approche HIV. Pour combattre le HIV, il fallait aller au-delà des discriminations, il fallait aller vers les communautés. Et ce point des communautés reste évidemment aujourd'hui clé pour aller vers une santé durable pour tous, nous le savons. Alors voilà, ça a été lancé il y a 2 ans.
le forum depuis Lyon, depuis Euronews, conférence de presse à la métropole avec des spécialistes. On est passé par Berlin, par beaucoup d'étapes. Et on contribue, c'est vrai, à parler de ce One Health, de cette approche une seule santé. On n'est pas les seuls, mais je pense qu'on y contribue. Et je dirais c'est un prétexte à s'interroger sur nos pratiques, hein, partager nos bonnes pratiques, le questionnement, chacun ayant un morceau de la solution. On a eu donc ce forum important à Lyon qui a permis de faire un point d'étape. Il était précédé de 4 sessions internationales qui ont eu lieu au Brésil, au Bangladesh, au Liban et au Sénégal au mois de juin. On tenait à être justement très inclusif. Donc, vous voyez le cheminement de ce processus du forum. Et on a, en plus de ça, durant la présidence française de l'Europe l'an dernier, développé une coalition One Europe for Global Health, parce qu'on pense aussi que l'Europe doit montrer l'exemple. La santé n'est pas une compétence partagée entre les États membres. On a vu les limites au moment du confinement, problème de masse de vaccins et le besoin d'une meilleure coordination. Donc, on s'est mobilisé en 3 mois l'an dernier à partir du forum et on a pu faire un plaidoyer commun. Et vous voyez, avec le professeur Ole Peter Utterson, on a été invité à rencontrer les 27 ministres européens de la santé. Donc, le plaidoyer, ça fonctionne hein, quand on est organisé, structuré. Et depuis, on suit ça. On était à Prague, on était à Stockholm. Et aujourd'hui, on est sous présidence espagnole et on sera le 29 novembre à Barcelone, reçu par le Global Health Institute. Donc voilà, une coalition. Je passe rapidement, hein, c'est pour décrire. Donc, l'objectif, c'est quoi avec cette initiative? Bien, c'est que l'Europe soit plus forte en santé avec tous ses partenaires, toutes ses parties prenantes, et qu'elle ait un rôle plus important dans la santé mondiale. C'est ça. Hein. Et donc, on est parti d'une Europe qui s'est construite sur le charbon et l'acier en 52, et aujourd'hui, il y a le Green Deal, mais il faut aussi rajouter l'aspect santé, qui est très important, et c'est sur quoi on agit conjointement avec tous les partenaires. Voilà, donc des network of networks, c'est ce qu'on a besoin de construire. Je remercie donc le CIAN et Éric Maville et toute l'équipe de pouvoir nous permettre d'échanger sur ces enjeux majeurs. Et bien sûr, le forum est inclusif, il est ouvert à tous. Et pour compléter, après ces quelques présentations, j'insisterai sur... Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de faire converger des systèmes d'organisation. Ce matin, on avait une réunion de travail avec personnes de l'IRD, Jean-François Delfrécy, Françoise Barressine aussi, et Yves-Martin Prével de l'IRD, un grand spécialiste de la nutrition et de l'alimentaire, disait les systèmes alimentaires doivent aller avec les systèmes sanitaires. Hein. Donc, on sent bien que nous sommes à une époque où nous avons besoin des entreprises, des fondations, des associations, du monde académique ensemble pour franchir, je dirais, un cap d'organisation plus global, même s'il nous faut des verticalités. Et c'est ce à quoi contribue humblement ce forum et cette initiative sur aussi l'Europe de la santé. Merci Benoît, je pense que pour ces rappels et surtout je pense que tu fais découvrir, et on est très heureux en tout cas Océane d'inviter, de mettre l'approche One Health sur l'agenda. Comme on va le faire d'ailleurs, et comme moi, je me suis engagé à le faire sur à peu près tous les réseaux d'organisations du secteur privé. Nous avons besoin de faire la même chose ici en Afrique, avec les organisations aussi d'entreprises. Là, je suis actuellement en Côte d'Ivoire. On aura cette semaine des moments, et d'ailleurs la semaine d'après, des moments où on va parler de santé. On voit que la santé est sur tous les agendas, et quand on parle de santé, désormais, on parle de santé en lien avec la crise climatique. Donc, on est vraiment sur la bonne, je pense, j'ai envie de dire le bon moment, le bon créneau pour le faire. J'ajouterais juste que, Benoît, qu'on a, nous aussi, en tant que santé en entreprise, on est ravis d'avoir rejoint le forum en juin dernier. Et notre contribution va être surtout sur comment on peut travailler ensemble pour engager beaucoup plus les entreprises dans la démarche qu'on aime. Notamment avec des formations, puisque c'est en discutant à travers des formations, faire converger des experts et échanger dans les pratiques, encore une fois, qu'on se retrouve sur du concret. Et pour faire suite aussi à ce qui était évoqué par l'intervenant précédent, je pense aussi qu'on a en tête tous les aspects extra-comptables de redevabilité des entreprises qui est en train de grossir dans les normes européennes en plus ou qui vont avec la RSE. Donc, on voit bien qu'on est dans un phénomène dans une volonté dans nos sociétés
Et je dirais que nous le voyons, comme le sait Daouda, parce qu'il est proche de nos équipes, on a beaucoup de jeunes. Et je pense que la jeune génération pousse énormément à des approches beaucoup plus holistiques des choses, conjointes, d'où ces liens, climat, santé, bien sûr, comme nous savons. On a donc une responsabilité de préparer ça, d'organiser ça et de les mettre aussi, je dirais, en première ligne. Et c'est ce que l'on essaye de faire parce qu'ils ont cette dynamique-là de vouloir porter autre chose aujourd'hui, vu nos enjeux actuels. Très clairement, je pense que c'est tout à fait une des thématiques d'un panel que je vais organiser, va animer cette semaine, c'est qui dit en gros, est-ce qu'on peut aujourd'hui être un employeur responsable et ne rien faire pour promouvoir la santé? On sait que les jeunes, surtout les jeunes générations, accordent une place très importante à ces critères quand ils choisissent aujourd'hui d'aller travailler dans une entreprise. Alors, Benoît, merci. On va passer maintenant à Daouda. Alors, Daouda donc, on a déjà présenté, donc, qui va lui aussi nous faire un rappel. Donc, à Daouda, tu as 10 petites minutes pour nous parler de la Fondation Sanofi, de ce que tu fais toi, parce qu'on connaît ton parcours. Enfin, moi, je le connais pour aussi t'avoir rencontré il y a déjà plus de 25 ans. Je ne devrais pas le dire, mais voilà. Te retrouver aujourd'hui à la Fondation Sanofi après tout ce que tu as pu faire auprès d'organisations de la société civile, d'ENDA, santé, sur la santé, pour nous, c'est vraiment un très bon, un grand bonheur. Voilà, je te laisse donc, Daouda, nous présenter le travail de la Fondation Sanofi et nous dire comment justement vous inscrivez dans le cadre justement de cette approche climat-santé, ce que vous faites comment vous le faites, avec quel acteur, et qu'est-ce que tout ça représente pour vous aujourd'hui aussi comme enjeu. Merci à toi. Merci beaucoup, Eric, très heureux d'être dans ce panel avec Benoît, avec qui on a énormément travaillé, non pas par rapport au forum, mais aussi récemment dans le cadre du forum Galien. Je crois que notre travail à nous s'inscrit aussi dans cette logique que Benoît a décrit tout à l'heure, qui est que il faut qu'on fasse tout de même bouger des lignes. On est en face d'une problématique d'une équation avec plusieurs inconnus, mais avec plusieurs entrées possibles. Ce que nous avons réussi à faire avec le forum à Lyon et les sessions internationales, c'est qu'on a, au-delà du concept de One Health, on a mis de la réalité derrière le concept de One Health. On en parle beaucoup, mais on est venu surtout avec des faits, des évidences, on est venu avec des expériences, on est venu pour montrer aussi la globalité de la problématique. Très souvent, on l'aborde soit sous l'angle européen ou l'angle africain ou latino-américain. Mais le Forum de Lyon nous a permis de voir finalement les similarités et ce que nous avons en commun en termes d'approche, d'impact et de nécessité de répondre d'une certaine façon aux enjeux si importants de la santé globale et du One Health. Et nous avons pu aussi, évidemment, à travers Lyon, créer un véritable mouvement que nous avons vu récemment, 3 mois après Lyon, que nous avons vu récemment à Dakar, pour montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. On a vu à Dakar récemment, pendant le Forum Galien, à quel point les jeunes étaient en première ligne de cela. On a pu voir aussi que, et vous le verrez à Abidjan, que les communautés africaines par rapport aux défis d'une santé pour tous, mais au défi du climat et son impact sur la santé, sont en première ligne, n'attendent pas qu'on leur vienne en aide. Ils sont en train de répondre tous les jours. C'est ce qu'on a vu voir avec le travail formidable que le Liban, malgré tout, a montré. On a pu voir ce qui se fait au Brésil, on a pu voir le travail extraordinaire au Bangladesh, dans les communautés les plus impactées, au Sénégal, avec toute l'Afrique de l'Ouest qui était mobilisée autour de professeur Aouma Golsek pour montrer et pour venir à Lyon avec les expériences concrètes et des réponses concrètes, mais également les problématiques telles qu'elles se posent
en Afrique, mais qui intéresse forcément le reste du monde. Et c'est cette dynamique-là qui me paraît, moi, assez important. Maintenant, revenant sur le travail de Foundation S, effectivement, que j'ai rejoint il y a un an. Alors, comme tu l'as dit, Foundation S a été mise en place il y a un an et demi comme l'entité philanthropique du groupe Sanofi, avec une logique un peu plus différente. C'est qu'on est structuré en think et do tank. Nous avons une think tank qui est une mobilisation d'intelligence collective, d'experts de différents horizons qui travaillent sur la problématique du changement climatique et de la santé avec différentes entrées pour servir de laboratoire d'idées et d'orientation sur comment nous devrions aborder les questions liées à la problématique de l'impact des changements climatiques sur les communautés et la question de la résilience sanitaire, en particulier dans les pays les moins développés. Et récemment, un travail important a été fait par notre think tank qu'on appelle Collective Mind, qui a, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, produit un rapport très important qui donne 2 ou 3 messages clés. Un, il faut qu'on accorde de l'importance, qu'on focalise davantage sur l'adaptation au changement climatique. Deuxièmement, également que l'on investisse davantage sur les solutions locales et la résilience comme élément de réponse à l'impact des changements climatiques sur la santé. Et vous pouvez voir ici une diapo de l'OMS qui, à votre droite, parle des conséquences et l'impact des changements climatiques sur la santé en particulier. Cela va des événements météorologiques extrêmes comme on en connaît un peu partout maintenant. Hier soir, on a été informé de ce qui se passe au Maroc et ce matin, tous les spécialistes ont montré la relation entre ce qui se passe et les changements climatiques. Les vagues de chaleur, notamment dans les pays du Sahel, qui voient l'augmentation des températures 4 fois plus importante que dans le reste du monde. On n'en parle pas assez souvent. Les cyclones, les tempêtes, la perturbation du système de santé, en particulier du système de santé communautaire qui a été frappé durement par la COVID, mais qui continue aussi à être affaibli par l'impact des changements climatiques sur la santé, notamment à travers la resurgence d'un certain nombre de maladies, tu le sais, Eric, sur lesquelles on avait fait énormément de progrès, que ce soit le paludisme, la tuberculose, la dengue, le VIH-Sida, qui aujourd'hui, dans certaines régions où on les avait maîtrisées, où on allait vers le contrôle, sont en train de revenir en force. Tout cela étant lié à l'impact des changements climatiques. Il y a eu des données qui ont été documentées sur l'impact sur la santé mentale des populations, sur les questions de malnutrition sévère. Je rappelle simplement que la région d'où je suis, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, aujourd'hui, il y a 16 millions de personnes dans le Sahel qui sont menacées de malnutrition sévère et qui sont frappées de plein fouet par l'impact des changements climatiques. Alors, comment nous avons réagi au niveau de Sanofi globalement, mais de la Fondation S? Nous avons à Sanofi une approche qu'on appelle, tu l'as rappelé tout à l'heure, 360 degrés, où nous travaillons avec d'autres entités de Sanofi sur la réduction de l'impact de notre activité en termes de production, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Nous travaillons également sur le fait que le système de santé produit également, comme l'aviation ou les produit à peu près 4 à 5% d'émissions de gaz. Nous travaillons également à comment est-ce qu'on peut rendre le système de santé plus résilient et émetteur de moins de gaz à effet de serre. C'est tout le travail de décarbonation des systèmes de santé qui est en train de se faire. Tout ce travail sur la réduction de l'impact, donc mitigation, est complété par le travail de la Fondation qui se focalise essentiellement sur l'adaptation au changement climatique
et l'impact des changements climatiques sur la santé. Donc, notre travail vise à soutenir les efforts, les initiatives, les programmes menés par les communautés pour renforcer leur adaptation au changement climatique et leur résilience, en particulier par rapport à l'impact des changements climatiques sur la santé, comme on vient de le montrer tout à l'heure. Et cela repose sur plusieurs approches, plusieurs piliers d'intervention. Alors, nous travaillons sur 3 piliers essentiellement. Le premier pilier, c'est de soutenir les réponses locales, les réponses portées par les communautés ou par les organisations qui sont aussi de communautés pour répondre à l'impact des changements climatiques sur la santé. Cela va du soutien à des projets à travers notre appel à projets que nous avons clôturé et les programmes ont démarré dans plusieurs pays d'Afrique, je vais y revenir, au renforcement des capacités des acteurs locaux et des communautés à pouvoir se préparer, s'adapter et répondre aux effets des changements climatiques sur la santé. C'est extrêmement important et c'est ce que aussi Santé en entreprise fait beaucoup, c'est travailler avec les acteurs locaux et travailler dans le renforcement des capacités propres des organisations et de leur communauté à pouvoir réagir à l'impact des changements climatiques et à pouvoir s'adapter au mieux. Et ça, c'est un travail qui constitue l'essentiel, l'épine dorsale de notre travail. Soutenir concrètement, parce que nous avons besoin de ça. Les communautés, à travers les différentes COP, disent on est un peu saturé des discours, des intentions, des préconisations. Nous avons besoin d'actions concrètes qui nous aident à renforcer notre capacité d'adaptation et à notre résilience à l'impact des changements climatiques. C'est une réponse concrète de la Fondation. Deuxièmement, nous savons que l'impact des changements climatiques sur la santé est une problématique relativement nouvelle ou relativement peu connue. Il est important que nous ayons plus d'évidence, plus de données qui vont pouvoir renforcer les politiques et les actions d'adaptation au changement climatique. Et c'est en cela que nous allons participer à la génération de données et l'accès à ces données, à ces évidences sur l'impact des changements climatiques sur la santé. Et il ne s'agit pas, de notre point de vue, de données de sciences dures, mais surtout de pouvoir remonter les expériences des communautés. En Côte d'Ivoire, il y a un important travail qui est en train d'être fait. J'espère que vous aurez l'occasion, Éric, de le voir. Mais qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Comment est-ce que les changements climatiques impactent les communautés vulnérables concrètement? Ce sont des informations dont nous avons besoin. Et comment est-ce que nous pouvons nous y prendre au mieux pour répondre de manière efficace et durable au changement climatique et à son impact sur la santé dans les communautés les plus vulnérables? Ce sont des données qui sont importantes. Comment est-ce que aussi nous pouvons avoir des données qui permettent à ce que la voix des communautés, leur expérience, leurs bonnes pratiques soient intégrées dans le narratif de tout ce qui concerne les politiques et l'agenda climat, en particulier climat et santé. Très souvent, ce qu'on entend, on entend les experts, on entend les sachants, on entend les pays les plus riches et on entend très peu tout le travail formidable qui est aussi en train d'être fait par les communautés les plus impactées qui réagissent, qui font avec les moyens du bord, mais qui sont porteurs aussi d'innovation et vous le voyez tous les jours à travers les caravanes, comment les communautés sont aussi capables de développer des solutions innovantes. Et en dernier lieu, notre travail et ce qui justifie aussi qu'on est avec Benoît, avec d'autres acteurs ensemble, nous croyons à la mobilisation collective et à l'action collective pour pousser, pour influencer l'agenda, pour que l'impact des changements climatiques sur la santé soit pris en considération et une place centrale dans l'agenda climat, mais qu'il y ait plus d'investissement pour financer les efforts d'adaptation, parce qu'il y a déjà beaucoup d'investissements sur les mitigations, mais ce dont les pays impactés ont le plus besoin, c'est qu'on les renforce pour qu'ils puissent s'adapter
et qu'ils renforcent leur résilience. Et là-dessus, il faut dire qu'il y a très peu de financement. Il y a à peu près, par exemple, il y a à peu près 5% des financements qui vont à l'adaptation et très peu à l'adaptation, moins de 5%, ne serait-ce que dans le secteur philanthropique que l'on connaît, moins de 5% des investissements de la philanthropie va au climat et santé. Donc ça, c'est aussi un élément qui est très important, qu'il faudra qu'on prenne en compte tous collectivement pour pousser et renforcer le plaidoyer dans ce sens. Et concrètement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un appel à projet largement diffusé pour financer, pour soutenir des projets dans les pays, dans les 31 pays les plus vulnérables au changement climatique, selon l'indice de Notre-Dame University, qui les classifie en termes de vulnérabilité et préparation, niveau de préparation des pays à répondre à l'impact des changements climatiques. Et ces pays sont essentiellement en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. Lorsque nous avons fait cet appel à projet, nous avons reçu énormément de propositions et des propositions de très, très bonne qualité, bien au-delà de ce qu'on peut penser en étant ici. Mais nous avons des moyens limités et c'est peut-être là où le Forum pour une santé durable pour tous peut être un espace où on fait la promotion et nous l'avons fait à Lyon des solutions locales. Le travail que vous faites aussi, Eric, peut aussi servir à cela. C'est pour ça qu'on soit ensemble, c'est particulièrement important. Et nous avons reçu des projets de très bonne qualité. Et sur l'Afrique, parce qu'on parle de l'Afrique, nous avons reçu énormément de projets de plusieurs pays africains, de 25 pays africains qui ont présenté des projets et parmi lesquels nous avons choisi des projets au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Ghana, en Guinée-Bissau, au Malawi, au Mali, en République démocratique du Congo, au Sénégal, au Tchad, en Zambie, au Nigeria et au Cameroun. Tous ces programmes portent sur comment renforcer les systèmes de santé pour les rendre plus résilients au niveau communautaire, au niveau local. Comment préparer les professionnels de santé à mieux faire face à l'impact des changements climatiques sur la santé. Mettre en place des systèmes d'alerte précoces qui permettent de prévenir, de se préparer et de développer des actions dans des situations de crise climatique liées à la santé. La question de l'agriculture est apparue et la question de la sécurité alimentaire, bien entendu, c'est l'un des secteurs les plus impactés et qui soit en lien avec la santé. L'accès à l'eau, Eric, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'accès à l'eau potable disponible. Nous avons vu des projets qui ont porté sur ça autour du lac Tchad, dans le nord du Burkina Faso, où les populations se déplacent à la recherche d'eau potable et ils sont maintenant à 30 km du prochain poste de santé ou centre de santé qui peut leur offrir des soins. Vous voyez donc l'impact que ça peut être. Sur les différentes maladies liées au climat ou qui sont sensibles au climat, c'est les maladies vectorielles, les maladies infectieuses, etc., que nous connaissons. Et tout un système qui vise à mieux préparer les acteurs communautaires à répondre de manière adéquate et durable à l'impact des changements climatiques. Donc là, à la Fondation, nous avons tous ces projets qui sont financés, bien sûr. Nous avons l'Asie du Sud-Est qui est représenté par le Cambodge, le Népal, le Pakistan et le Bangladesh, où nous avons reçu de très bons projets que nous avons aussi financés. Ok, Daouda, il nous reste peut-être une petite minute pour passer à la conclusion? C'est la dernière diapo qui vous donne une image, une cartographie de l'ensemble des actions que nous avons en quelques semaines pu mener. Mais très concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'heure est arrivée pour qu'on passe des politiques et des proclamations vers des actions concrètes. C'est ce que nous avons essayé de traduire sur le terrain avec des financements qui n'ont pas transité par des grosses organisations, qui sont allés directement sur le terrain pour avoir un impact. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir, c'est ce que nous avons aussi entendu à Lyon et nous avons essayé de nous inscrire dans cette démarche-là. Merci. Merci à toi, en tout cas, entre ce que nous a dit un peu avant Benoît sur le forum, le plaidoyer que toi tu viens de faire, très puissant comme d'habitude. Tu es au bon endroit, là, Ouda, tu es au bon endroit pour adresser cet appel à l'action.
aux entreprises. On est avec des entreprises aujourd'hui et je pense qu'on a aussi à aller plus largement au-delà du CIAN d'ailleurs, voir toutes les organisations qui mobilisent les entreprises pour faire passer ce message hyper important. Moi, juste un petit mot par rapport aux zoonoses et aux maladies d'ailleurs transmises par les moustiques dont tu nous parles aujourd'hui. On a énormément de demandes sur, au-delà du palu, d'autres maladies transmises par les moustiques, notamment le moustique tigre. On voit des épidémies de dengue, on voit des épidémies de chikungunya, etc. Et il y a un énorme besoin à la fois d'éducation, de sensibilisation, d'accompagnement des communautés et dans lesquelles les entreprises et leurs fondations jouent un rôle vraiment majeur. Donc, merci encore, Daouda. Et on va poursuivre. Juste une petite incise, Daouda, sur toutes tes initiatives et notamment tes appels à projets, n'hésite pas à t'appuyer sur le média Africa Mutandi. Il y a un espace pour publier ses propres news, pour aller faire rayonner justement ton plaidoyer et surtout tes résultats et tes appels à projets auprès d'une communauté de 160 000 décideurs, publics, privés, économiques, société civile, journalistes. C'est vraiment, le média est fait pour cela. Il est fait pour partager les initiatives et embarquer les gens sur ces sujets. C'est tout ce que je voulais ajouter. J'ai envie de dire, on a aussi la perspective d'être ensemble ici à Abidjan au Forum Afrique RSE et santé en novembre prochain. Et je compte bien sur Benoît et toi, Daouda, pour être sur un panel que nous allons dédier justement à la thématique One Health et quel rôle et place pour les entreprises dans cette approche. Donc, on va garder un temps pour la discussion. J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir quelques questions, mais avant ça, on va tourner, parce que je pense que c'est bien, on est parti du très général vers le plaidoyer, vers des choses très concrètes aussi sur des formes d'engagement, des points d'entrée. On a parlé de formation, on a parlé d'appel à projet de la Fondation sur ce qui peut être fait concrètement pour documenter, avoir de la data, éclairer aussi les stratégies, aider en tout cas à l'élaboration des stratégies. J'ai maintenant, voilà, le moment est venu maintenant de passer la parole donc à Jean-Pierre Maugendre, qui représente une entreprise. Alors, si on devait trouver justement des gens qui cochent un peu toutes les cases sur comment on articule accès aux services essentiels sur des sujets comme l'eau, l'énergie, qui ont un lien avec la santé. Comment on fait aussi pour protéger les écosystèmes naturels, les milieux. On sait qu'il y a un lien entre la perte de biodiversité, le climat et la santé, notamment la pollution aussi et la santé. Et enfin, troisième pilier qu'il ne faut jamais oublier, c'est la protection des hommes et des femmes, la protection du capital humain et la santé. Donc, avec Veolia, je pense qu'on va couvrir un petit peu tout cela. Et donc, Jean-Pierre, tu as, je crois, une slide et on te laisse le temps de nous dire aussi comment, chez Veolia, vous abordez ce sujet. Merci beaucoup, Eric. Voilà, c'est quand on parle en dernier, on va toujours un peu pris par le temps, donc je vais essayer d'être le plus bref possible. La preuve, c'est que j'ai d'ailleurs simplement une slide, mais elle est un peu illustrative de la totalité de mon propos. Alors bon, Veolia, je pense que vous connaissez un peu tous l'activité de notre société. Je parlerai de l'activité de la société là, et pas de l'activité de la fondation, puisque par ailleurs, on a une fondation effectivement qui agit beaucoup, et je pense que Daouda, vous connaissez ces activités, l'activité de Thierry Van Velde, en matière d'accès à l'eau, que ce soit en matière d'urgence ou que ce soit en matière de développement. Mais nous, notre activité, si vous voulez, elle est, comme tu le disais, Eric, complètement au milieu de toute la problématique de la santé de l'environnement, de la santé environnementale. C'est-à-dire que nous avons une activité de production ou de délivrer l'accès à des services essentiels, que sont l'eau, le cycle de l'eau, hein, que ce soit l'eau potable ou l'assainissement des eaux usées, que ce soit les déchets, que ce soit la collecte et la valorisation, le traitement des déchets, et également la production et l'accès à l'énergie, dans la partie de plus en plus croissante d'énergie renouvelable. On a également
par cette activité qui est un peu liée, disons, plus à la santé publique, parce que pour être en bonne santé, il faut avoir des services d'eau, de déchets et d'énergie qui marchent, c'est évident. Aussi une mission de protection de l'environnement et de santé des écosystèmes. Parce que notre activité, serait-ce une activité de dépollution, que ce soit dépollution de l'eau, de la dépollution des déchets, ben c'est la meilleure activité en matière de protection des milieux, de protection de la biodiversité. Dernier sujet, on a 220 000 salariés, 220 000 collègues, un nombre dans notre chaîne de valeur de sous-traitants et de fournisseurs que je serais incapable de qualifier, je pourrais qualifier en nombre, je pourrais qualifier en chiffre d'affaires, mais que j'aurais du mal à qualifier en nombre de personnes, mais qui est certainement à peu près 4 à 5 fois supérieur. Et il s'agit bien évidemment, tu l'évoquais tout à l'heure, Pierre Samuel, je crois, de réfléchir effectivement à la garantie de la santé et de la sécurité des salariés, en particulier de nos fournisseurs et sous-traitants sur la chaîne de valeur. Ça fait partie du devoir de vigilance qu'évoquait Pierre Samuel. Devoir de vigilance, d'ailleurs, qui s'étend au niveau de la hard law, puisque pour le moment, on avait une loi sur le devoir de vigilance française. Maintenant, il y a une directive européenne en cours de préparation sur le devoir de vigilance qui devrait à peu près avoir les mêmes caractéristiques. Et la hard law, c'est bien, mais la soft law, c'est beaucoup aussi. C'est-à-dire que si vous avez un problème réputationnel qui est lié à un accident humain sur votre chaîne de valeur, vous en connaissez vous en connaissez les conséquences. Je ne parle pas du drame humain, mais évidemment, je parle du drame humain, bien évidemment, mais aussi de l'impact que ça peut avoir sur l'activité de votre entreprise. Alors, on est au cœur de cet ensemble. Alors, ce qui est assez amusant à voir, c'est que finalement, le balancier entre santé et environnement, il a évolué au cours des décennies. J'aurais tendance à dire, Veolia, ça a 170 ans d'existence, je crois qu'en fait, nous avons 170 ans cette année. Et c'est créé tout d'abord autour de la santé. Puisqu'il s'agissait de quoi? On était sous Haussmann quasiment. Il s'agissait d'accompagner la croissance des villes et d'éviter les épidémies de choléra. Au milieu du 19e siècle, il y a eu 2 ou 3 épidémies de choléra à Paris, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'Haussmann et Belgrand, sur l'exemple londonien où Napoléon III avait fait un petit séjour après son coup d'État raté, se sont dit qu'il va falloir faire quelque chose. Et on a commencé à évacuer les usés, donc avec le système des égouts parisiens qui fonctionne encore bien, puis dans toutes les villes, à l'extérieur, à la campagne. Paris, on les évacuait très loin dans la campagne, on les évacuait jusqu'à Clichy, c'était vous dire, à l'époque, et de manière effectivement à protéger la santé publique. De la même manière, ça a été des changements importants, je veux dire, en particulier en matière de conséquences sur l'emploi, puisque tout le métier des vidangeurs, par exemple, les vidangeurs qui allaient vider les fosses septiques et jeter le contenu des fosses septiques dans le canal Saint-Martin, en particulier, cette population qui s'est mise au chômage. De la même manière, les ramasseurs de déchets, qu'on retrouve encore dans certains pays dans le monde dans l'informel, ils ont été, les chiffonniers, ils ont été également mis au chômage quand M. Poubelle a inventé ces containers, le terme de poubelle au début étant très très dépréciatif. Je me souviens d'un article du Figaro de l'époque qui défendait les petits travailleurs, dirons-nous, et qui disait mon Dieu, on va mettre tout le monde à la rue grâce aux espèces de containers de M. Poubelle. Voilà. Donc on est vraiment parti sur la santé publique. Et bien évidemment, ensuite, la protection de l'environnement est arrivée fortement, et je dirais même que maintenant que les fondamentaux en matière de santé publique, avec de l'eau de qualité parfaitement potable, une qualité de l'évacuation des eaux usées étaient atteints, maintenant on s'est dit comment mieux traiter. C'est-à-dire les stations d'épuration, il ne s'agissait pas seulement qu'elle renvoie à l'eau le plus loin possible, mais il fallait qu'elle traite aussi le milieu naturel, ce qu'on s'est mis à traiter, l'azote, le phosphore, etc., etc. Et finalement, on s'est aperçu que tout ça rebouclait, parce qu'on a besoin
d'une bonne santé des écosystèmes pour avoir une bonne santé humaine, et voire même nous, pour notre activité, on est fortement dépendant des services rendus par la nature. Je donne un exemple tout simple, je veux dire, la qualité de l'eau, la qualité du milieu naturel, si vous voulez, c'est la qualité du milieu naturel, c'est bien évidemment quelque chose qui est nécessaire à la fois pour produire de l'eau potable de qualité et aussi pour améliorer le caractère auto-épurateur des eaux usées une fois qu'on les a rejetées dans le milieu naturel. Voilà, donc la boucle est bouclée de ce côté-là. Voilà. Alors, à partir de là, quand on a fait ça, on est toujours forcément sur la brèche vis-à-vis d'un certain nombre de nouveaux sujets. Le changement climatique, vous l'évoquiez, le fait que petit à petit, on risque de se retrouver avec des manques d'eau, alors des manques d'eau pour l'alimentation en eau potable des collectivités, ce qui est quand même un des points essentiels en matière de santé publique, et ben là, il faut, j'ai tendance, la technologie est là, et maintenant il faut simplement l'appliquer. Vous savez, nous sommes une entreprise de service, nous, c'est-à-dire qu'on ne fait rien tout seul. Il faut qu'on ait des collectivités locales, bien évidemment, qui euh, soient intéressées par nos solutions. Et les solutions, ça s'appelle bien évidemment de la réutilisation des eaux usées, de manière à pouvoir les utiliser pour des usages qui, sinon, seraient utilisés par de l'eau potable, de manière à conserver l'eau potable pour des usages de distribution publique. Alors, c'est ce qu'on appelle la réutilisation, les eaux usées, le reuse. Alors, on a des exemples justement en Afrique, on en fait dans le nord du Maroc, vers Tanger-Tétouan, de ce côté-là. Voire même, pourquoi pas, puisque techniquement c'est tout à fait faisable, réutiliser des eaux usées quand on est dans des situations extrêmes pour faire de l'eau potable. Et on a un exemple justement en Afrique du Sud, en Namibie, à Windhoek, où la moitié, je crois, si je me souviens bien, de l'eau qui est potable qui est distribuée à Windhoek vient de la réutilisation des eaux usées traitées, quoi, si vous voulez. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Sachant qu'au point de vue sanitaire, il n'y a absolument aucun problème, je veux dire, de fait. Après, effectivement, quelques représentations, quelques images, effectivement, qu'il faut surmonter sur ce sujet-là. Le dessalement, bien évidemment. Alors, le dessalement est effectivement plus énergivore que la réutilisation des eaux usées, mais il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement. Quand vous êtes sur un secteur insulaire, je veux dire, qu'il n'y a pas assez d'eau usée pour faire des eaux usées traitées, c'est une solution également. Voilà, donc si vous voulez, nous, notre premier challenge, j'aurais tendance à dire, en matière de contribution à la santé, voire à l'hygiène, quoi, si vous voulez, c'est faire en sorte qu'il y ait toujours de l'eau dans des situations climatiques extrêmes comme la sécheresse, voire même d'ailleurs, un peu plus largement, on travaille beaucoup sur l'adaptation de nos usines et de nos installations aux risques climatiques tous azimuts, j'aurais tendance à dire, parce qu'il faut que les usines fonctionnent aussi si jamais j'ai des inondations, si jamais j'ai des tempêtes, etc., etc. Les conséquences du changement climatique sont multiformes et on propose ce genre évidemment de sujets aux collectivités locales. Je terminerai juste par un petit, c'est pas anecdotique, mais ça montre un lien auquel on ne pense pas forcément entre nos métiers et la santé. Les eaux usées, c'est un traceur extraordinaire de l'activité humaine. Et en période de Covid, ça a servi tout simplement parce que en analysant les eaux usées, on voyait effectivement, d'une certaine manière, l'évolution du Covid et ça permettait également de le rentrer dans des modèles, puisque c'était forcément géolocalisé, pour suivre l'évolution géographique de la pandémie. Voilà, vous voyez, on est sur quelque chose de très, comme tu le disais Eric, on est un peu au cœur du sujet. Voilà, exactement. Tu montres bien justement toutes les interactions qu'il y a entre
les problématiques liées à l'eau, à la santé, la gestion, l'assainissement, la gestion des déchets, etc. Et sans parler de l'exposition, j'imagine que tu aurais encore plus à dire sur la façon dont vous protégez aussi vos salariés particulièrement exposés. Je pense à vos gars qui font notamment la collecte des déchets. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine. Donc, Bien sûr. pas pouvoir trop aller plus dans le détail. En tout cas, Jean-Pierre, merci. Je pense qu'on a trois belles contributions et je vois déjà des questions, Virgile. Malheureusement, je n'ai pas de visibilité sur la partie des questions, mais est-ce que toi, tu vois, et est-ce que tu peux nous les lire, s'il te plaît, parce que je n'arrive pas à les... Oui, tout à fait. Alors, première question, c'était ne pensez-vous pas nécessaire une synergie entre les fondations des entreprises et les fondations syndicales pour une définition de contenu et une mise en œuvre performante de la démarche RSE par les entreprises? C'est une question qui est adressée à un panéliste en particulier Non, pas en ou... particulier, non. D'accord. Alors, qui veut la prendre, celle-là? Ouais, Jean-Pierre, je prends alors, comment dire? Alors, l'ARS, que les fondations collaborent entre elles, c'est une évidence, et je pense que Daouda ne dira pas le contraire, c'est déjà le cas. Voilà. De fait, c'est évident qu'il faut unir les forces, il faut unir les moyens, que ce soit des moyens matériels, des moyens humains, voire des moyens financiers, parce qu'on agit souvent sur les mêmes zones. Restreindre la RSE, si c'était le sens de la question, à le fait d'avoir une fondation, non, trois fois non, bien évidemment. Hein. C'est un élément de dire, mais la RSE, elle s'applique dans vos activités commerciales également, bien évidemment. Et c'est ce que j'évoquais, ça devient un incontournable. Hein. Je veux dire, si même vous n'en êtes pas convaincu, sachez que tous vos parties prenantes, en particulier vos investisseurs, le sont, quoi, si vous voulez. Donc, la soft law va vous rattraper. Alors, peut-être deux petites précisions. Enfin, c'est un incontournable pour les entreprises européennes, hein, parce que sur le continent, c'est pas ce qu'on voit non plus du côté de secteurs ou de certains pays qui sont plus du côté de l'Extrême-Orient, pour être pudique. Et non, juste un point d'actualité que je trouve notable et particulièrement intéressant, que j'ai noté, une information qui est passée il y a à peine quelques semaines, me semble-t-il. L'AFD est prête à travailler avec les fondations des entreprises privées sur le continent africain notamment, puisque l'un des mandats de l'AFD, c'est quand même beaucoup le continent, pour accompagner justement les acteurs dans leur démarche RSE. C'est un point notable, c'est un fait notable, puisqu'il y a très peu il y a pas beaucoup de collaboration entre l'AFD et le secteur privé, au-delà de Proparco, qui travaille lui avec le secteur privé africain, voilà, pour être très précis. Mais c'est un point notable parce que ça veut dire qu'il y a une articulation de l'engagement du public et du privé qui peut se faire au bénéfice des populations locales et avec de l'impact. Donc voilà, c'est un point intéressant que je voulais partager. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette information. Non, mais enfin, en tout cas, c'est important que tu le mentionnes et je sais qu'il y a il y aura bientôt des échanges entre le CIAN et la FD sur justement comment mieux On a, travailler, faire on a travailler. on a eu une conférence le 9 novembre sur le sujet avec la FDA. Toutes les informations seront disponibles notamment sur le site du CIAN ou sur la page LinkedIn du CIAN, sur les articulations à impact sur le continent africain entre l'AFD d'un côté et le secteur économique privé. Je vois dans le chat une question qui était adressée normalement à Daouda, quelqu'un donc Christian Ungo, est-ce que celle-là, alors c'était dans quelle mesure peut-on tirer d'une collaboration accrue entre la Fondation Sanofi et les coopératives mutuelles de santé, qui d'office sont des niveaux d'organisation, expression d'une forte mobilisation, organisation collective des communautés qui font un fort ancrage territorial. Alors j'imagine, oui, la question, j'arrive pas à lire complètement, il y a un bout qui me manque, mais j'imagine, Daouda, oui, c'est de dire, de ce que je comprends, est-ce que la Fondation Sanofi travaille aujourd'hui avec les coopératives
et les mutuelles de santé sur des projets, notamment est-ce que dans l'appel à projet, c'est un axe sur lequel vous avez peut-être travaillé? Oui, merci Eric, et merci beaucoup, cher Christian. On pourrait travailler avec toutes les entités, toutes les organisations qui développent des programmes, qui mobilisent des initiatives pour renforcer la résilience des communautés au changement climatique et à son impact sur la santé. Donc, bien entendu, les mutuelles de santé devraient être des partenaires privilégiés. Cependant, dans l'appel à projet, dans les différents projets que nous avons reçus, nous n'avons pas eu malheureusement, et je connais l'impact et la présence des mutuelles de santé en Afrique, nous n'avons pas eu de projets qui sont venus des mutuelles de santé. Donc, cette année, en 2024, on aura deux autres appels à projets. J'espère que ça sera l'occasion pour qu'on reçoive des projets qui viennent des différentes mutuelles de santé qui servent les couches les plus vulnérables et qui leur donnent un accès à la santé en Afrique. Et on sera certainement très content de pouvoir travailler avec les mutuelles. Alors, nous avons des messages qui félicitent tous les panélistes et je pense que personne ne... Voilà, tout le monde, effectivement, on va rejoindre, en tout cas, moi, je rejoindrai complètement ces commentaires-là. Et je note une question sur la place aujourd'hui de surtout ce que fait l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur ces sujets de santé, enfin, de circulation de santé au travail, santé environnementale, santé publique, et la convention notamment 155 qui est mentionnée sur la sécurité santé des travailleurs. Est-ce qu'on a connaissance de choses, peut-être toi, Benoît, sur le dialogue ou les projets qu'il y a avec l'OIT sur ces sujets? Où on est aujourd'hui? Ou à moins que Benoît nous ait Oui, quittés. non, je suis toujours là, Eric, je vous suis passionnément, je dirais. Il y a pas mal, il y a beaucoup de discussions au niveau du Conseil économique, social, environnemental français, auquel j'appartiens, et étant dans la commission environnement, c'est bien sûr des choses qui sont traitées, discutées vivement avec l'administration. Donc, les choses évoluent et bien sûr, il faut, j'entends beaucoup de commentaires, il faut pouvoir avancer sur la RSE, son contenu, les bonnes pratiques. On sent qu'on a besoin de ça et de la même façon que aussi la notation extra-financière des entreprises. Donc, c'est ça qui effectivement est plutôt rassurant malgré tous nos enjeux. Voilà, mais il faut pas que noircir le tableau parce qu'on sait qu'on a quand même 2 millions d'éco-anxieux. Il y a aussi des choses qui marchent et qui avancent et qu'il faut valoriser. Et d'ailleurs, ce webinaire en ce moment est très utile pour ça aussi. Il contribue. Ce sont des tas de choses, des tas de discussions. Pierre-Samuel Gage a évoqué précédemment l'AFD avec des fondations. Au titre d'une ancienne casquette, puisque j'ai été pendant 7 ans président du Centre français des fondations, effectivement, j'ai poussé pour ça. Avec l'AFD, on a eu pendant 4 ans des réunions annuelles, les fondations, des fondations comme Veolia d'ailleurs, Thierry Van de Velde, Fondation Veolia, Fondation Sanofi, permettent de faire bouger des lignes en étant dans l'intérêt général. Et ensuite, effectivement, que les entreprises qui sont dans l'économique, mais qui aussi ont un impact dans nos sociétés, hein, impact sociétal, puissent évoluer. Donc, c'est chacun dans son domaine, ses responsabilités, mais complémentaires. C'est pour ça qu'on parle de morceaux, pouvons faire avancer les choses. Donc, voilà, il faut, par contre, ce qu'il faut, c'est changer d'échelle. Il faut pouvoir, en prise de conscience, pas le faire tout seul. L'alliance des acteurs privés, fondations, associations, universités, donc c'est-à-dire la connaissance, la science, qui est indispensable, l'économie, l'innovation, ensemble, peser sur un pouvoir public pour leur dire ces réalités, pour leur dire ce qui fonctionne, pour leur dire ce qu'on a besoin. Et c'est là aujourd'hui où on a besoin d'être ensemble pour ça, parce qu'on partage un certain nombre d'évidences. Et voilà, donc ce que je pourrais compléter. Très bien, mais écoutez, moi je pense qu'on a vraiment bien, en tout cas, moi je suis très satisfait de la discussion et de ce que vous nous avez produit aujourd'hui. Je retiendrai peut-être avant qu'on passe à la conclusion deux, trois choses et peut-être une mise en perspective sur quelques chantiers sur lesquels nous travaillons ensemble, où nous allons être en mesure aussi de j'ai envie de dire, de montrer, de donner à voir
ce que ça manque. Moi, je le rejoins complètement, Benoît, sur le fait qu'on a besoin aujourd'hui de mieux documenter les bonnes pratiques. On a besoin de mieux faire connaître. Il y a de belles histoires à raconter, notamment sur ce que font les entreprises en lien avec les ONG. Souvent, on oppose, on a l'impression que entreprises et ONG ne peuvent pas travailler sur le terrain. C'est faux. On a tous peut-être plein d'exemples qu'on connaît, mais où voilà. 90, en fait, 90% des ONG sont collaboratives et travaillent avec tout type d'acteurs. Ouais. Et Il y si, a une dizaine de pourcents qui sont dans l'advocacy. oui, Voilà, dans et c'est le l'intégration, job, il n'y a pas de souci. mais peut-être que c'est leur job et qu'il faut qu'ils le fassent, mais on ne peut pas attendre que ça. Et je pense que moi, je crois qu'il est aussi important sur ces sujets-là, notamment sur lesquels il y a un véritable enjeu. On le voit au One Health, quand on parlait d'une seule santé, je me souviens, il y a encore 5 ans, encore, ben, vraiment, en plus, aux entreprises, on avait l'impression de parler chinois. Aujourd'hui, pour tout le monde, j'ai envie de dire, ça paraît une évidence. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de cette évidence à l'action? Comment on opérationnalise? Donc, en gros, parler d'engagement, c'est parler de stratégie, c'est parler de plan d'action, c'est parler d'action, de documenter ces actions, de mesurer leur impact. Et ça, tous autour de cet écran, autant on est en mesure de contribuer à ce travail. Alors, si on peut le faire avec le forum, j'en serais ravi parce que je pense que le forum où on apporte, Benoît, et je te le dis, hein, un cadre aujourd'hui dont on a besoin. Je pense qu'il faut le faire vivre. Et tu as dit que c'était inclusif. Donc, on espère bien qu'on ira avec toi. On viendra ici à Abidjan aussi, puisque c'est un programme qui va réunir une quarantaine de pays, pas qu'africains. On va emmener des pays européens sur le sujet, justement, comment engager, innover et investir pour une santé durable. On est en plein cœur du sujet. Donc, commençons à travailler là-dessus ensemble, si vous voulez bien. Et je pense qu'on peut produire quelque chose de très concret entre-temps, surtout si on a fait des choses ensemble et des actions. On a les caravanes, mais pas que. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est revenir sur ce que tu as dit, Daouda, et surtout le renforcer, cette idée de donner et puis quelque part de baromètre sur l'axe santé-environnement sur lesquels on a besoin. Ça prendra mon téléphone sonne. Voilà, désolé. Donc, on a ce projet donc de produire ce document. Alors, je pense qu'il faut l'appeler panorama, baromètre, mais on a besoin d'avoir un endroit où on peut retrouver des documentés sur la base aussi de choses qui sont vérifiables, parce que je pense qu'il faut qu'on évite aussi le risque du greenwashing ou de social washing ou je ne sais pas quoi. Il faut vraiment qu'on soit en mesure de produire comment dire, ces cas pratiques, de les documenter et d'aider à les faire connaître. Voir comment ces entreprises, en lien avec leurs parties prenantes aussi, contribuent à la réalisation de certaines cibles de l'ODD 3. Et on a vraiment aujourd'hui, si je prends SBF 120, déjà plus une quinzaine ou vingtaine d'entreprises avec lesquelles nous travaillons sur l'Afrique, on peut avoir un très beau panorama de choses à montrer, mais des choses documentées avec une approche vraiment rigoureuse sur la façon dont les entreprises, en tout cas, contribuent et placent la santé aujourd'hui sur leur feuille de route RSE. Donc, allons-y. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver, en tout cas, sur ce chantier-là et surtout ici, dans un an exactement à Abidjan, pour montrer tout ça, échanger sur des panels et puis donner envie à d'autres de faire. Voilà. Donc, Pierre Samuel, et si chacun vous voulez dire un mot de conclusion, comme ça, on va. Juste qu'on y sera. À Abidjan 2024, on y sera. Je C'est très sais clair. que tu es partenaire et je compte bien sur toi, cher Pierre Samuel. Et Daouda aussi, hein. Daouda, on est ensemble, hein. J'espère. Et Benoît également. En tout cas, Jean-Pierre,
Alors, tu disais que tu ne parlais pas de la fondation. Je sais que la fondation Veolia fait aussi beaucoup de choses et ils sont d'ailleurs, la fondation se retrouve au niveau du forum. Mais Bien sûr. ravi de poursuivre en tout cas avec le premier travail qu'on avait fait avec le Collège des directeurs du développement durable, avec toi déjà, Tout à fait. un mois et demi. En tout cas, on va embarquer le maximum de gens là-dedans et je pense qu'on a on est au bon moment pour le faire. Je vous remercie encore tous les quatre et puis je vous dis à très vite, à très bientôt pour la suite en tout cas de nos. Si vous avez des agendas, des choses, des réunions, des moments, événements dans lesquels vous souhaitez embarquer les partenaires avec lesquels on travaille, on est là. N'hésitez pas. OK? Merci à vous et puis à très bientôt. Merci, Merci. merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.